Mesure attendue, les retraites de moins de 2 000 € seront indexées sur l'inflation. Le président a par ailleurs souhaité que la retraite minimale pour une carrière complète soit portée à 1 000 €. Mais plus polémique, Emmanuel Macron a appelé les Français à travailler davantage afin de financer les baisses d'impôts. Quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Quelle valeur a la consultation que vous organisez ce soir? Faut-il considérer qu'en matière de réforme des retraites, rien n'est encore acté, rien n'est décidé? Il y a un certain nombre de choses qui sont claires. On veut faire une réforme. On veut créer un régime universel qui va venir se substituer progressivement aux 42 régimes existants aujourd'hui. On veut créer un régime solide qui s'équilibre dans le temps. On veut créer un régime qui est beaucoup plus juste que la grande diversité de ceux qui existent aujourd'hui. Mais une fois qu'on a posé ces principes, un régime par répartition, c'est-à-dire ceux qui cotisent aujourd'hui payent les pensions de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Une fois qu'on a posé ces principes, il y a énormément de choses qui ne sont pas décidées. Comment est-ce qu'on passe des systèmes actuels aux systèmes futurs? Quelle nature de solidarité, de droits familiaux on met dans le dispositif? Il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes et pour les trancher, il faut discuter avec les organisations syndicales. C'est ce que fait très bien le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Mais il faut aussi parler avec les Français et écouter ce qu'ils ont à dire, au moins autant que répondre à leurs questions. Alors Jean-Paul Delevoye l'écrit noir sur blanc dans son rapport qui vous sert de boussole pour cette réforme. Le système actuel est quasiment à l'équilibre financier. Qu'est-ce qui nécessite finalement de réformer à nouveau le système des retraites? Vous posez bien la question. En réalité, cette réforme n'est pas une réforme budgétaire. Il y a un petit déséquilibre, mais il n'est pas considérable si on regarde l'ensemble des systèmes de retraite. Et donc, en fait, c'est pas pour revenir à l'équilibre qu'on fait cette réforme. On fait cette réforme parce que le système actuel, ou plus exactement les 42 systèmes actuels, ils ont été pensés, bien pensés d'ailleurs, à une époque qui n'est plus la nôtre, en 1945. Et il y a des sujets nouveaux qui sont apparus, des questions nouvelles qu'il faut régler, et il nous semble qu'avec un régime universel, par point, où tout ce que chaque euro cotisé par chacun de nos concitoyens, quel que soit son métier, quelle que soit sa situation, ouvrira les mêmes droits, il nous semble qu'on a un meilleur système. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples de pourquoi c'est devenu nécessaire. Alors la fin des régimes spéciaux, ça veut dire la fin de certains avantages pour des professions, n'estimez-vous pas néanmoins que certaines professions méritent de partir plus tôt de par leur spécificité? Mais on ne va pas changer le fait que certains métiers sont spécifiques. Les militaires... Êtes-vous prêt politiquement à dire aux policiers c'est fini la retraite anticipée? Non, je voudrais aller jusqu'au bout de mon idée. Les militaires, ils ne vont pas partir à la retraite à 62, à 63 ou à 65 ans. Il y a un certain nombre de militaires qui, après avoir effectué leur contrat, passent dans la vie civile et ils ont quand même gagné des droits à la retraite et il faut évidemment leur faire valoir. L'idée, c'est pas de faire un système unique ou un système uniforme, c'est faire un système universel où on prend en compte un certain nombre de spécificités. Vous avez évoqué les policiers qui mettent en jeu des compétences régaliennes. Il faut évidemment que le système futur soit adapté à leur spécificité de carrière, mais je suis convaincu que dans un système universel où chaque Français cotise pour la pension de tous les retraités, on a quelque chose qui est plus juste, qui est plus solide et qui est aussi beaucoup plus compréhensible pour les Français. Je voudrais juste vous donner une question, et je le dis sans aucune espèce d'animosité et certainement pas pour dénoncer tel ou tel. Mais en France aujourd'hui, au moment où je vous parle, un conducteur de bus à Lons-le-Saunier ou au Havre, que je connais mieux que Lons-le-Saunier, il part à la retraite 10 ans après le conduceur de bus de Paris, de la RATP. C'est pas très raisonnable, ça se justifie plus vraiment. Vous parlez de la RATP, il y a une grève interprofessionnelle qui est annoncée pour le 5 décembre. Le gouvernement est-il prêt à reculer sur cette réforme? Certains, dans votre camp, dans la majorité, disent qu'il faudrait peut-être repousser l'application de la réforme. La question n'est ni repousser ni reculer, la question c'est discuter. Nous avons dit dès le début que sur les principes, nous étions fermes. Un régime universel, oui, nous voulons un régime universel. Par répartition, nous ne voulons pas de la capitalisation. Ça, c'est clair. Mais nous avons dit dès le début que nous étions prêts à discuter. Et pendant plus d'un an, Jean-Paul Delevoye a discuté avec les organisations syndicales pour essayer de dire, voilà les sujets qu'il va nous falloir trancher pour déblayer le terrain. Dit application 2025. Oui. Est-ce que, pour calmer tout le monde, il faut reporter l'application de la réforme? Je voudrais juste au bout de mon idée. On a déblayer toute une série de sujets sur lesquels nous devons prendre des décisions. Et nous avons dit,
à toutes les organisations syndicales. Je l'ai dit publiquement, Jean-Paul Delevoye l'a dit publiquement, le président de la République l'a dit publiquement. Nous voulons discuter avec les organisations syndicales d'un certain nombre de sujets, dont la question de la transition et de la mise en œuvre. Il y a beaucoup de possibilités pour passer des systèmes actuels aux systèmes futurs. On peut faire tout brutalement une certaine année, on peut faire des phases de transition plus ou moins longues, on peut imaginer plusieurs façons de rentrer dans la forme. Et il ne s'agit ni de reculer, ni d'avancer, ni de bousculer, il s'agit de discuter et de prendre une décision éclairée, négociée et concertée. Ça se fait dans le calme, ça se fait dans la discussion. C'est ce que Jean-Paul Delevoye a commencé à faire. Il a plus de 350 réunions prévues dans les mois qui viennent, Jean-Paul Delevoye. Pourquoi ? Parce que justement, nous sommes ouverts à la discussion avec toutes les organisations syndicales qui veulent se prêter à cet exercice. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est un peu du flanc quand même. Nous voulons que les Français gardent la tête haute et qu'il sera permettra de mieux protéger les Français les plus fragiles, qui sont de fait d'acquérir des droits. Ce sera un système. C'était très imprécis et voilà, pour les enseignants, il n'a rien dit. Il a dit qu'il allait discuter avec les syndicats, qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela. Mais au final, il nous a promis des choses, mais pour l'instant, on ne voit pas comment il va le faire. Donc perplexe. Bon, moi je suis directrice d'école, mais je suis aussi maman de 3 enfants. J'ai fait des études, j'ai été jusqu'au bac plus 5. Je vois toujours pas trop comment on va, quelle va être ma retraite. La grande force de ce mouvement, c'est qu'en fait, il touche tous les travailleurs. C'est tout le monde qui est concerné, c'est le public, c'est le privé. Pour une fois, voilà, c'est tout le monde. Et comme en fait chacun subit dans son secteur, nous par exemple au printemps, on était très mobilisés contre la loi Blanquer. On a vu qu'il y avait les hôpitaux aussi, la RATP. Là en fait en ce moment, ce qui est bien, c'est que tout le monde en fait est mobilisé. Et donc tout le monde en fait a des intérêts à se défendre. Et c'est pour ça que là, on se dit qu'il faut y aller. Ils ont été négociés avant-guerre, ont échappé au régime général créé en 1945. Les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF sont aujourd'hui menacés. Quels en sont les avantages ? Du côté de la Régie autonome des transports parisiens, les agents partent en moyenne à la retraite à 55 ans et 8 mois. Et là encore, attention, il y a certaines spécificités. Les agents sédentaires qui ne roulent pas peuvent partir à 62 ans, les conducteurs, eux, 51 ans. Mais seulement 1 sur 20 quitte son poste à cet âge-là. Autre avantage, la pension de retraite correspond à 75% du salaire sur les 6 derniers mois, primes incluses, comme les fonctionnaires. En moyenne, elle s'élève à 3 705 € bruts par mois. A noter aussi que tout agent bénéficie de la gratuité à vie des transports RATP. Côté SNCF, l'âge de départ moyen à la retraite est de 56 ans et 11 mois. Dans le détail, entre 55 et 57 ans pour un agent sédentaire, entre 50 et 52 ans pour un conducteur de train. Le calcul de la pension de retraite est similaire à celui des agents RATP et des fonctionnaires. 75% du salaire des 6 derniers mois. En moyenne, la pension s'élève à 2 636 € bruts par mois. Des avantages, mais pour combien de temps encore ? La Cour des comptes estime que le gouvernement doit mettre fin aux avantages n'ayant d'autres justifications. Le système par points, en réalité, ça permet une chose, qu'aucun homme politique n'avoue.
Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Mesdames et messieurs, vous voyez que nous nous inscrivons, comme toujours quand il s'agit des retraites, dans le temps long. Je suis, vous l'avez compris, totalement déterminé à mener à bien cette transformation parce que je la crois profondément juste. Juste pour les plus fragiles, juste pour des millions de femmes, juste pour nos enfants. Je ne mésestime pas, et comment pourrais-je le mésestimer, la complexité de la réforme. Et j'entends ceux qui me demandent de l'expliquer simplement. Si je devais chercher à le faire en conclusion, de façon succincte, je dirais ceci. Nous transformons très progressivement le système de retraite des Français pour bâtir un système de répartition plus fort, parce qu'il repose sur la solidarité de tous. Plus simple, parce que chaque euro gagné compte et que chaque euro ouvre les mêmes droits sans logique de statut. Plus juste, parce que les règles sont les mêmes pour tous et qu'un fort niveau de solidarité protège les plus faibles. En même temps que cette réforme, nous mettons en place de nouvelles avancées sociales. Nous réglons le problème des petites retraites. Nous protégeons les retraites des femmes et des familles. Nous marquons la solidarité du pays vis-à-vis des agriculteurs, des artisans et des commerçants. Nous engageons les revalorisations indispensables des rémunérations des enseignants, des chercheurs. Nous intégrons les primes des fonctionnaires et nous étendons le régime de la pénibilité aux 3 fonctions publiques et notamment aux aides-soignantes et aux infirmiers. Enfin, nous mettons ce système plus juste et plus simple sur des bases financières solides en travaillant un peu plus longtemps et en mettant fin très progressivement aux régimes spéciaux. C'est dire l'ampleur du changement. Mais ces changements, nous les conduisons de manière progressive. Avec les organisations syndicales, avec les parlementaires, avec tous ceux qui veulent que notre pays demeure cette grande nation productive et solitaire qu'elle a toujours cherché à être. Nous vous proposons au fond d'être fidèles à cet idéal français. Nous vous proposons de rebâtir le pacte entre les générations sur le principe d'une solidarité de tous les travailleurs pour tous leurs parents, sans logique de statut ni de rang. Ça n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est un retour aux sources de notre République. Et donc oui, mesdames et messieurs, le temps est bien venu de construire un système universel de retraite. Je vous remercie.
place une réforme qui s'inscrirait dans cette logique capitaliste ne semble pas être la priorité pour eux. La CGT va faire des tracts et va appeler cette loi la retraite des morts. L'espérance de vie, à l'époque, c'est moins de 50 ans. Initialement, avec cette loi de 1910, pour partir à la retraite, il faut avoir atteint 65 ans. Donc on dit mais c'est complètement impossible. Sauf que on est en période de tension internationale avec l'Allemagne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et il n'est pas question, pour des raisons patriotiques, de calquer tel quel le système bismarckien. On est habitué au fait que les travailleurs se battent pour défendre leur retraite. Mais ils ne se battent pas pour défendre cette retraite-là, cette retraite de 1910. Parce que cette retraite, ils n'en veulent pas vraiment. Elle leur impose un mode de travail, le salariat. Or, il y a encore beaucoup d'ouvriers qui ont une double activité, donc ça ne leur convient pas. Une étape très incomplète et avec beaucoup de lacunes. Bien, en tout cas, c'est une étape importante parce qu'elle pose pour la première fois des jalons, une réflexion sur les droits à la retraite de salariés. Ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont des instruments de solidarité. Retraite, le gouvernement nous ment. La réforme telle qu'elle est prévue actuellement pénalise les précaires, les carrières hachées et plus particulièrement les femmes. On rentre plus tard sur le marché du travail parce qu'on fait plus d'études. On s'arrête plus de travailler que les hommes pour s'occuper des enfants et on a un déroulé de carrière qui est moins avantageux que les hommes puisqu'ils pensent que soit on a des enfants et donc on ne peut pas s'investir dans notre travail, soit on a prévu potentiellement d'avoir des enfants et donc on s'investira moins dans notre travail. La réforme telle qu'elle est prévue va calculer le montant de la pension de retraite sur l'ensemble de la carrière et donc sur ces périodes de babysitting quand on est étudiante, de temps partiel quand on s'occupe des enfants et plus seulement sur les meilleures années de notre carrière. Donc on aura une pension qui sera plus basse que celle qu'on a actuellement. McDo, le profil des McDo, vous le savez, ce sont très souvent des étudiants, des jeunes, qui aujourd'hui, la question des retraites ne les interpelle pas pour l'instant. Mais on sait que la réforme telle qu'elle est préconisée par ce gouvernement, une fois qu'elle sera mise en application, et cette réforme va beaucoup nous impacter. Nous, comme McDo nous propose que des temps partiels, c'est 80% de temps partiel. Si McDo veut vous faire travailler 15 heures, il vous demande de lui accorder 45 heures de disponibilité. Voyez-vous, il vous demande des heures d'astreinte non rémunérés. On l'a très souvent évoqué dans le cadre de nos négociations, mais McDo ne veut pas nous entendre, ne veut pas faire des efforts là-dessus. Voyez-vous, voilà, ça aussi, ça nous pose des problèmes, ce qui fait que ça condamne un peu les gens à rester dans le mi-temps à jamais. Et on peut résister 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, 30 ans pour certains.
Aujourd'hui, les gens, ils restent, ils font carrière chez McDo. Et si le gouvernement veut prendre en compte ces périodes de parcours professionnel, de petits boulots à gauche, à droite, ça va vraiment impacter justement nos pensions de retraite. Ça nous fait vachement peur. Je suis agent RATP, je répare les trains aux ateliers de Saint-Ouen à Port-de-Clignancourt. Alors le régime spécial RATP, c'est notamment les compensations liées à la pénibilité et aux contraintes du service public. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est le travail de nuit, le travail en 3/8, les horaires décalés, le travail sous tunnel évidemment et la pollution de l'air, l'amiante et plein de sujets comme ça qui font qu'à l'époque on a eu accès à ces compensation pénibilité, notamment au titre du départ à la retraite. En moyenne, un agent RATP avec cette réforme va travailler 7 ans de plus et va perdre entre 600 et 700 euros de pension, plus de 20% de sa pension globale. On a déjà aujourd'hui beaucoup de salariés chez nous qui décèdent avant de partir à la retraite ou qui décèdent dans l'année où ils commencent à toucher leur pension. En France, on estime l'âge d'un salarié en bonne santé à 64 ans. Et comme par hasard, c'est effectivement l'âge plancher où Macron veut nous faire partir. Il est inadmissible de travailler toute sa carrière pour ne pas bénéficier de la retraite et de mourir dans cet âge-là. On est ce matin donc avec les cheminots en assemblée générale pour travailler avec eux à la convergence des luttes à partir du 5 décembre pour rentrer dans une grève illimitée, reconductible. Et on espère pouvoir converger avec d'autres secteurs, l'énergie, l'éducation, la santé et le privé, qui est évidemment lui aussi impacté fortement par cette réforme par points. Nous, à Solidaire, nous voulons une retraite digne. Nous voulons au moins 75% de notre rémunération antérieure, pour prendre en compte nos meilleures années. Pas de retraite inférieure au SMIC, à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles. Pour un régime de retraite juste, taxons les dividendes, augmentons les cotisations patronales, embauchons à temps plein. Pour tout cela, nous serons en grève le 5 décembre. Et le 6, on reconduit. Toutes les infos sur solidaire.org. La cause est sans doute historique, puisque les réformes et l'institution des retraites ne se fait pas tous les ans. Et là, on n'est pas simplement sur une adaptation, une réforme paramétrique, comme disent les spécialistes, mais on est bien sur une réforme qui est systémique. En quoi est-elle historique? Eh bien, au moins de deux manières. D'une, pour la première fois, elle crée un système de retraite pour lequel les cotisants, les salariés, les bénéficiaires ne sauront pas à l'avance combien ils percevront de pension. Ils ne pourront pas calculer plusieurs années à l'avance quel sera le montant de leur pension. Pourquoi? C'est le principe du système à points qui fait que même si le point évolue comme les salaires, le rendement du point, lui, variera tous les ans. Et il peut évoluer à la hausse comme à la baisse, sauf que, et ça fait partie du système, désormais, on considère que le financement des retraites ne doit pas excéder 14% du produit intérieur brut. Or, comme on sait démographiquement que l'on va vers un vieillissement de la population, ça signifie que pour le même gâteau, il y aura plus d'invités autour et par conséquent, la valeur du point peut évoluer favorablement, mais le rendement du point, lui, diminuera. Donc, c'est une réforme qui vise à comprimer, contenir et sans doute aussi réduire le montant des pensions. Et deuxièmement, le calcul de cette pension ne se fera pas pour le régime des salariés du privé sur les 25 meilleures années, mais sur toute la carrière,
le principe des meilleures années, éliminer évidemment les périodes d'instabilité, les périodes de démarrage dans la vie où souvent les revenus sont les plus faibles. Désormais, ils seront inclus dans le calcul des pensions. Alors, l'autre aspect historique, c'est qu'il prétend à l'universalité, et cette universalité, en fait, est un alignement sur le bas. C'est-à-dire qu'il élimine les régimes spéciaux, qui étaient des régimes plus favorables jusque-là, et qui, au fond, pendant longtemps, avant même qu'existe un régime général de retraite, ont été des régimes pionniers. C'est-à-dire que c'est sur la base de l'existence de ce régime des retraites des fonctionnaires et d'un certain nombre d'autres activités que l'idée d'un régime général s'est forgée. Et au fond, l'histoire des retraites, c'est un progressif rapprochement du statut du gros des salariés vers les régimes les plus avantageux. Là, on supprime les régimes les plus avantageux pour les aligner sur le bas du régime général qui, depuis 1982, n'a cessé de se dégrader. L'argumentaire par rapport aux retraites, pour nous en tenir aux retraites, n'a pas énormément varié. Il est d'une part qu'on ne peut pas augmenter ce coût parce que ça nuit à la compétitivité des entreprises, à la compétitivité du pays. À cela, on peut remarquer qu'en 1945, le pays est exsangue. Le pays est dans une situation de pénurie catastrophique et néanmoins, on franchit le pas de la sécurité sociale et du coût que ça représente. Et d'une certaine façon, on s'en sort assez bien parce que c'est l'existence de cette protection sociale, les retraites, mais le reste de la sécurité sociale, qui va d'une certaine façon aussi créer du pouvoir d'achat, élargir les marchés et enclencher ce qui deviendra par la suite ce qu'on appellera hâtivement, mais les 30 Glorieuses. Le deuxième argument qu'on donne, s'agissant des retraites, alors celui-là c'est aussi une constante et il est très fort sur les retraites, c'est l'argument démographique. On dit on pouvait payer les retraites du temps où il y avait un retraité pour 4 cotisants. Aujourd'hui, on ne peut plus, il y a beaucoup plus de retraités et donc proportionnellement il y a moins de cotisants. C'est un argument réel. La démographie est bien celle-ci, mais c'est aussi un fait de civilisation. Si les gens vivent plus âgés aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a diminué leur temps de travail, qu'ils ne font plus comme on le faisait autrefois, des semaines de 70 heures, ou même de 55 heures, encore dans les années 50. C'est parce que, précisément, à partir d'un certain âge, on peut continuer à vivre en bonne santé sans être obligatoirement obligé de travailler pour un employeur. C'est ça aussi qui a fait que l'espérance de vie s'est allongée. Et indéniablement, il y a une question démographique. Faut-il l'aligner? Évidemment pas. Mais est-ce que c'est pas un phénomène, un choix de société que de considérer que dans la vie, il y a une période de formation, il y a ensuite une période de travail, et puis il y a une période où on peut continuer à percevoir un revenu sans être obligatoirement contraint par un emploi. C'est un choix de société, indéniablement. Mais l'argument démographique, il traverse toutes les périodes. Déjà en 1950, on est pourtant au sortir du baby-boom. On dit déjà qu'il y a trop de personnes âgées par rapport au nombre des cotisants. C'est pas le même taux qu'aujourd'hui, mais déjà cet argument, il est là. Alors qu'on a les enfants du baby-boom là, qui sont tous là en grand nombre et qui assureront le paiement des retraites pour les années 60, 70, 80. Le premier régime obligatoire des retraites date de 1910. Elles ont été très longues avec la démocratie. Il a fallu 30 ans de débats parlementaires pour que
on passe de 1880 au vote de la loi en 1910. C'est dire qu'il y avait une véritable résistance. Et cette résistance a plié, a faibli, parce qu'il y a une demande de plus en plus forte, en particulier en prenant en référence l'existence de régimes de retraite pour les fonctionnaires, pour les mineurs, pour les agents des compagnies de chemin de fer, qui étaient à l'époque des compagnies privées, ne l'oublions pas, et qu'on jugeait injuste que les autres salariés n'en bénéficiaient pas. Mais on l'a fait à minima, cette retraite ouvrière et paysanne de 1910. Et ensuite, il y a eu à nouveau des mobilisations pour obtenir des choses plus solides, plus tangentes. La dernière grande avancée, c'est celle de 1945. On pourrait dire, mais en 1945, il y a une libération, mais il n'y a pas un mouvement social. Si, il y a un mouvement social. La résistance est un mouvement social. La sécurité sociale, et donc les retraites qui en font partie, qui sont mises en place en 1945 et en 1946, ça se fait en 2 étapes, sont le produit du programme du Conseil national de la résistance, qui réunissait toutes les composantes de la résistance autour de l'idée que cette résistance serait un phénomène national, largement partagé par le gros de la population, s'il signifiait par-delà la défaite de l'occupant aussi un système de nouveaux droits sociaux, la construction d'une république qui serait une république démocratique et sociale. Et en ce sens, les réformes de 1945-46 pour les retraites, pour la sécurité sociale, entre autres, participent de la dimension sociale de la résistance que le programme du Conseil national de la résistance a inscrit dans son projet. C'est vrai qu'il y a eu plus de mobilisation au cours des dernières décennies dans la défense que dans la conquête. Ce qui efface un peu le caractère conquête de mobilisation sociale. C'est vrai que depuis 1982, en matière de retraite, on ne fait qu'additionner des reculs. Et vous rigolez, on n'est pas remontés nous ici. Demandez à tous ceux qui sont ici s'ils sont remontés. Les gars, vous êtes remontés ou pas? Vous n'êtes pas abandonnés? C'est une victoire quand on affronte un adversaire qui est de taille, qui est l'État. Ça n'est pas n'importe qui, le patron. Mais bon, 95, c'est une victoire, mais c'est une victoire partielle. D'une, parce qu'elle est sur les régimes spéciaux. Deux, parce que les autres aspects, les autres volets du plan Juppé, eux, ils passent. Et notamment le fait que le budget de la sécurité sociale, c'est aussi un des aspects du plan Juppé de 95, n'est plus décidé par les caisses de sécurité sociale, mais est voté par le Parlement. Et donc, en quelque sorte, dépendant des majorités politiques, du bon vouloir du politique. Ça, cet aspect-là de la réforme Juppé, il est passé en 1995. Ce qui a été mis en échec, c'est l'alignement des régimes spéciaux sur le régime général. C'est une victoire, incontestablement, dont les exécutifs successifs ont tiré la leçon. En 2003, ils reviennent à l'assaut, mais en 2003, ils laissent les régimes spéciaux de côté pour ne s'en prendre qu'au régime des fonctionnaires. Et puis en 2007, on ne s'attaque qu'aux régimes spéciaux. On ne touche pas aux fonctionnaires. Autrement dit, on segmente les opérations pour éviter de se retrouver avec la conjonction de 1995. Et en 2019, c'est d'une certaine façon une audace encore plus grande, puisque là, non seulement on s'attaque aux fonctionnaires, aux autres régimes spéciaux, mais aussi au régime général. 2019, c'est pas 95. D'abord parce qu'il s'est écoulé pas mal de temps depuis, mais surtout parce que 95, il y a un effet de surprise. Jacques Chirac vient d'être élu président, il a fait une campagne à tonalité sociale, le thème de la fracture sociale, et à peine élu, il prend des mesures qu'il n'avait pas annoncées et qui sont plutôt une régression sociale. Donc il prend
par surprise, il espère bénéficier d'un état de grâce. Pas du tout. 2019, ça, la réforme des retraites, on en avait parlé avant, hein, c'est dans le programme Macron, même s'il n'est pas sûr que Macron ait été élu pour réaliser ça. Il n'empêche, c'était dans son programme, sauf qu'il ne le fait pas tout de suite. Il le fait dans la deuxième moitié de son quinquennat, et il le fait après qu'il y ait eu déjà une grave crise sociale, celle des Gilets jaunes, 2018-2019, autrement dit, alors qu'il a déjà été très affaibli sur le plan social. Et là, donc, d'une certaine façon, il prend tous les risques. Nous a dit, il n'y a plus de crédit pour les retraites. Faut que je travaille encore 2 ans de plus d'efforts pour ma retraite. Moi déjà qui pensais à du bon temps, voyager, m'occuper des petits enfants. Des copains attendront, j'ai rangé le cochon. Et la triplette, car malgré mes vieux os, non pas champagne, je reprends le boulot. Gagner ma graine et sous mes cheveux gris. Pour ma retraite, tant pis. La la la, oh les cœurs, et avec moi tous en cœur. Vive la retraite, gagnons de la monnaie, le pays qui voudrait combler sa dette, à faire le couillon, puisque prévu pour gagner 4 ronds. Moi j'en peux plus, mais j'en oublie souvent, les couillons fut un temps. Sortir les pelles, depuis c'est le délice du mois de juillet, un bon feu d'artifice pour rappeler que les chefs de pays battent en retraite aussi.